Donc, alors là, nous avons l'équipe du Fricarbet au grand complet et Madame Sylvie Lissan, à qui je vais donner la parole et qui est venue aussi pour rencontrer. J'espère que vous serez à la hauteur de l'espérance que nous portons en vous et que vous pourrez faire flotter très haut le drapeau du collège Édouard Glissant. Merci des enfants. Oui, bonjour, je suis très heureuse de revenir aujourd'hui. Je voulais vous dire, avant de passer la parole au président du prix Carbet, qui est M. Ernest Pépin, un grand écrivain, je pense que vous connaissez tous, je voulais vous dire que nous avons décidé, les enfants d'Édouard et moi, en fait, d'offrir la bibliothèque personnelle d'Édouard Glissant. Alors, une partie de la bibliothèque au collège Édouard Glissant et une partie de la bibliothèque au lycée Schellcher. Voilà. Donc, prendre connaissance des livres qui l'ont accompagné toute sa vie. Je pense que ça sera important pour vous, je pense. Voilà. Je vais passer la parole à M. Ernest Pépin. Maintenant. Je vous dis bonsoir. Et je vous dis aussi que c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans le lycée Édouard Glissant. Collège, pardon. D'ailleurs, quand j'étais venu, c'était une circonstance très triste, mais il y avait quand même une ferveur que les collégiens avaient témoigné, montré une certaine fierté. C'est le souvenir que j'ai gardé. Et aussi, j'étais venu avec lui, il avait tenu à la fin à s'adresser aux jeunes en leur donnant un discours sur la confiance, sur le fait de ne pas avoir peur, de être capable d'affronter le monde. Je crois que toute sa vie, Édouard Glissant a témoigné de son profond intérêt pour la jeunesse. Déjà à travers son école, il avait autrefois, ainsi que tout le monde. D'autre part, à travers ses écrits. Et enfin, bien sûr, dans ses relations avec le collège. Alors, nous sommes ici dans le cadre de la 24e édition du Carbet de la Caraïbe et du tout le monde. Ce Carbet, il l'a voulu, il l'a défendu, et nous en sommes, je dirais, quelque part, les garants et les héritiers. Je dirais que c'est un prix sur la notion de la diversité de la Caraïbe et du tout le monde. Un prix qui a tenu et qui tient à la grande fidélité des membres du jury. Tout ce que vous voyez ici, pour la plupart, ont été membres du jury dès le départ et ont maintenu cet idéal, cette idée qui lui tenait à cœur. Et enfin, c'est un prix qui illustre et essaie de détecter dans la Caraïbe, évidemment, les imaginaires qui peuvent être les plus porteurs, les plus gratifiants, je dirais, et les plus innovants. Ce Glissant aimait toujours ce qui était innovant et non pas le convenu, non pas ce qui était figé, non pas ce qui était attendu. Au contraire, il aimait des mots comme inextricable, pour la complexité du monde. Il aimait des mots comme imprévisible, des choses qu'on n'attend pas. Il aimait des mots qui traduisent, je dirais, le surgissement et également, je dirais, le foudroiement, pour un mot qu'il aimait beaucoup, au niveau de la création, au niveau de la création littéraire également. Donc c'est avec cet esprit que nous sommes là aujourd'hui, nous tenons à nous adresser à vous, à partir des questions que vous voulez bien nous poser. Alors je demanderai aux différents membres du jury présent de bien vouloir se présenter, les uns après les autres, afin que vous ayez leur nom en mémoire. Nancy Moreau. Bon, je m'appelle Nancy Moreau, je suis cubaine, je viens de Cuba. Et moi, j'ai eu l'honneur d'être convoquée à ce jury depuis sa fondation, sa création par M. Glissant. Et je suis très touchée, très émue. Je ne peux pas vous déguiser.
c'est-à-dire je parle en espagnol, ce que je fais, c'est ma contribution à l'œuvre d'Edouard Glissant a été de traduire sur tous ses poèmes en espagnol, de les faire publier à l'Amérique latine, à Cuba, c'est-à-dire en langue hispanophone. Mais de temps à autre, j'ai eu le plaisir et l'honneur, je répète, de traduire des petits morceaux, des fragments de sa prose, qui est une prose poétique, une prose très très liée à sa pensée. Je n'ose pas parler de sa pensée parce que je ne suis pas philosophe, je suis seulement une traductrice. Parmi nous, il y a d'autres membres du jury qui ont eu une expérience très malade, très importante, traduisant son œuvre, mais en même temps essayant de donner cours à sa pensée. Je trouve que sa pensée est éparpillée à travers toutes les pages qu'il a écrites. Bon, nous sommes là pour répondre aux questions de cette personne. Merci. Alors, mon nom est Lise Beauvais, moi je viens de Montréal, du Québec, et je représente d'une certaine façon la diffusion des écritures antillaises en Amérique du Nord, où il y a une très grande attention à tout ce qui se publie aux Antilles françaises, et qui est aussi une communauté de langue française importante en Amérique du Nord, où il y a tout un réseau d'édition, système d'édition très développé, où plusieurs auteurs antillais publient. Évidemment, il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent au Québec, mais aussi il y a des maisons d'édition qui existent et qui publient d'autres auteurs antillais, d'autres auteurs des Caraïbes. Donc, je représente d'une certaine façon la diffusion, le rayonnement de la littérature antillaise au Québec. Et j'ai eu, moi je fais partie du prix Carvet depuis plus de 20 ans et du jury. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Édouard Glissant, et j'ai eu le grand privilège de faire un livre d'entretien avec lui sous le titre L'imaginaire des langues, publié en 2010. Donc pour moi c'est un très grand écrivain, et je trouve que j'ai eu vraiment un très grand honneur de le fréquenter durant toutes ces années. Et vous avez aussi très grand honneur d'étudier dans ce collège de Fort-Saint. Mon nom est Manuel Foncourt. Je suis professeur à l'Université Paris-Sorbonne, où je dirige le Centre international d'études francophones. Et j'ai eu la chance de rencontrer Édouard Glissant il y a quelques années déjà maintenant, à qui j'avais consacré un ouvrage sur son œuvre, qui est publié chez Champion. Et je dois dire que je suis à la fois très ému d'être dans le collège qui porte son nom, parce que c'est la première fois que je viens rencontrer les élèves dont il parlait beaucoup. Chaque fois qu'il parlait du collège Édouard Glissant, il parlait chaque fois des élèves de ce collège. Il était très fier, c'est vrai, très fier d'appartenir à que le collège porte son nom et qu'il y ait des élèves qui fréquentent dans un collège qui portait son nom. Il en était très fier. Et je dois dire que je suis très ému d'être là. Et en même temps, très fier de voir à quoi ressemblent les élèves du collège Édouard Glissant. Vous avez une tête particulière, je crois. Très particulière. Et je crois qu'en fait, il faudrait que vous méritiez la tête que vous avez. C'est-à-dire que vous soyez à la fois respectueux et fier d'appartenir au collège qui porte le nom d'Édouard Glissant, puisqu'il était fier de vous en tant qu'élève de son collège. Voilà. C'est le petit mot que je voulais vous adresser. Merci encore d'être là et surtout, soyez sages, très sages. Voilà. Good afternoon. How many people speak English? I'm from Trinidad
Trinidad and Tobago, but I'll speak French. Just for you. Bon, je suis de Trinidad et Tobago. J'ai vécu 20 ans à la Jamaïque. J'étais chef du département de français à l'Université de West Indies. Maintenant, je suis à New York University. Je suis traducteur des œuvres d'Edouard Glissant-Lambert et professeur de littérature. Bon. Bonsoir, je vais peut-être essayer d'être plus bref que lui. Je ne sais pas si je pourrais y arriver. Ça a été rapide. Moi, je suis Edith Trouillot, je suis d'Haïti. Je vis en Haïti, je travaille en Haïti. Et je suis professeur de français à l'université. Et j'écris. Je travaille aussi comme consultante pour certaines organisations qui ont besoin de documents pédagogiques, de documents de sensibilisation. Donc je passe mon temps à écrire. Hein. En ce sens, je me sens privilégiée parce que j'aime le faire. Le prix Carbet pour moi est spécial. Et j'ai reçu le prix Carbet en 2010, c'est ça? Et pour moi, c'était important parce que c'était un prix qui venait d'une communauté d'artistes, d'écrivains, de chercheurs, d'intellectuels de la Caraïbe et du tout le monde, mais avec ce souci de replacer la carte de façon à ce que tous les espaces, tous les territoires se sentent égaux, soient perçus de la même manière. Et pour moi, c'était extrêmement important et c'était, je pense, un des points essentiels de la pensée d'Edouard Glissant, qu'il n'y ait pas de périphérie, qu'il n'y ait pas de centre, que nous sommes tous là et que nous devons partager ce territoire, cette humanité dont nous faisons partie. Et pour moi, c'était un honneur de recevoir le prix et je suis très contente de faire partie du jury et de vous rencontrer aujourd'hui en ce lieu qui porte son nom. Merci. Je m'appelle Miguel Dupin, je suis lauréat du prix Carbet en 2007. J'ai le souvenir de la dernière fois que nous sommes venus, de la fierté qu'avait Edouard Glissant dans le bus. Il nous disait, mais vous avez vu ces enfants, comment ils sont vifs, comment ils sont vivants, Il y avait tellement de choses qui se passaient dans ses yeux quand il parlait de vous. Pourquoi? Parce que avec vos enseignants, vous aviez fait un petit jeu questionnaire sur le tout monde, les écrivains qui avaient obtenu le prix Carbet. Et il avait été surpris par cette vivacité que vous aviez. Et dans le bus, il n'a parlé que de ça, de cette fierté qu'il avait de vous rencontrer ce jour-là et de la fierté que vous aviez de vous-même. Alors, j'espère que cette fierté continue à être en vous. C'est tout ce que je vous souhaite, d'être toujours fier de vous et de votre travail. Voilà, je crois que j'ai plus rien à ajouter. Merci. On a vu complètement ce que j'appelais diversité, puisque nous venons d'Haïti, nous venons de Trinidad, nous venons de... Bon, d'accord, nous allons... Donc, notre président, Ernest Pépin, il a parlé des pays qui prenaient part au cadre du jury du prix Carbet. Il faut dire qu'il y a le Brésil. Le Brésil a toujours été au sein du jury, représenté par une dame, traductrice elle-même, qui fait des recherches sur la littérature de la Caraïbe francophone. Elle s'appelle Diva Wabaro Gamato. Je l'excuse parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle est restée à l'hôtel, mais je voudrais bien la faire présente à travers le monde. Merci. Donc, très justement, on faisait remarquer qu'il y avait un thème aujourd'hui, je n'ai pas fait attention à cela, c'est très important. Autobiographie et l'enfance dans la Caraïbe, c'est bien cela. J'espère ne pas me tromper. Rencontre avec deux membres du jury, Michael Dash, Nancy Morécon et les élèves du collège Edouard Glissant. Et c'est élargi aux autres qui sont présents, mais fondamentalement, les deux piliers sont Michael Dash et Nancy Morécon. Donc je vous passe la parole, je vous invite à poser des questions, je vous passe la parole. Aux dames d'abord. Les dames d'abord.
savez, l'univers littéraire d'Édouard Glissant est très riche, basé sur l'emploi des langues, de toutes les langues. Je disais, on parlait ce matin du fait qu'un écrivain et tous ceux qui écrivent, nous écrivons en face de toutes les langues du monde. Quand même, comme on ne peut pas connaître toutes les langues du monde, mais il avait une spéciale lumière pour dire que toutes les langues sont importantes et que toutes les langues se rapportaient. Surtout dans le sens que les langues sont aussi des véhicules, des armes pour les cultures et les civilisations. La Caraïbe est un territoire divers. C'est un territoire où on partage une expérience historique commune, mais en même temps, il y a des îles qui parlent le français, ou bien le créole, ou bien les îles qui parlent l'anglais ou l'espagnol. Malgré les différences linguistiques de nos îles, de nos territoires, il y a des traits communs. Il y a une diversité qui réside dans une unité. Alors, le thème de l'enfance, de l'autobiographie, je pense que traverse la pensée d'Édouard Glissant, mais surtout ses romans. Il avait une vision du monde, une cosmovision. L'enfance, c'est quelque chose que nous tous, nous perdons dans un moment donné. À un moment donné, on laisse d'être un enfant, on commence à être un adulte. Vous-même, vous venez récemment d'être enfant, vous avez fait le passage de l'enfance à l'adolescence. Et c'est un thème très ancien de la littérature dans toutes les langues, je trouve. Lui, il a enraciné sa pensée dans une restauration du passé. Et cette restauration du passé est basée sur les racines de la langue parlée, de la langue écrite. Il avait cette conception très très claire et très précise qu'il y avait une langue écrite et une langue parlée. Dans les cas de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, cette langue parlée, c'est le créole. Il a découvert l'émergence de toute une littérature, il y a toute une génération à laquelle il n'appartenait pas, mais qu'il a accouché d'une façon ou d'une autre, par cette pensée, cette attitude d'accepter la langue parlée des Antilles, de la Caraïbe, qui est francophone et qui est créole. Et d'autres membres du jour pourront parler plus profondément que moi sur cette fête. Donc, je trouve que le sujet de l'enfance et le sujet de l'autobiographie est très présent dans les romans de Glissant, même dans sa poésie, que j'ai eu l'honneur, je vous ai dit avant, d'avoir traduit. Donc je m'arrête ici, je passe la parole. Because everybody speaks English, I'll speak in English, okay? Okay. Alors, en ce qui concerne l'autobiographie, bien sûr, l'autobiographie n'existe pas dans les Antilles. C'est ma première position. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que nous appelons autobiographie, c'est l'enfance. L'enfance n'est pas l'autobiographie. Le premier problème est pourquoi c'est juste l'enfance. Parce que quand on parle de l'autobiographie à Trinidad, ou à New York, ou à la Jamaïque, c'est toute la vie de la personne. Pourquoi ici ça s'arrête à l'enfance? Donc déjà, il y a une question à poser. Moi je pense que c'est Fanon qui avait peut-être lancé cette idée que peut-être il n'y a pas de moi entier. C'est-à-dire c'est difficile d'écrire le moi entier parce que pour Fanon, il y a un conflit interne dans l'antillais qui le rend tellement instable que écrire le moi devient presque une sorte d'activité thérapeutique. La première chose que je dirais, donc, le fait c'est qu'on n'a pas de livre qui traite la jeunesse, l'adolescence, ou peut-être même si ça arrive à l'adolescence, pas la vie des gens, par exemple, à l'université, etc., etc.
Ça s'arrête à l'enfance, premièrement. Deuxièmement, les livres sur l'enfance sont jamais, je pense, sur l'enfance d'une seule personne. Ils essaient d'être des livres sur l'enfance collective. C'est-à-dire ce sont des livres qui essaient de parler pour une collectivité. Donc, si c'est Ernest, ou si c'est Patrick Chamoiseau, ou Maurice Condé, etc., c'est la voix des gens qui n'ont jamais pu parler de leur enfance. Donc, c'est cette enfance qui sort dans le texte. C'est jamais quelque chose de personnel, d'intime, tourné vers l'auteur. Troisièmement, je pense que peut-être ça c'est l'originalité de ces romans d'enfance dans les îles françaises, il faut le dire comme ça, du Nouveau Monde. Ils ont créé l'enfance infernale. Parce que normalement, l'enfance, c'est une période où on peut être nostalgique, une enfance, un moment de liberté, un moment de découverte, etc. Cependant, on regarde ces livres, l'enfance est une période terrible. Je pense que c'est peut-être Léon Damas qui avait commencé avec cette idée. Est-ce que vous connaissez le poème OK de Damas? Ma mère voulant d'un fils, ma mère voulant d'un fils. Alors, sa mère est une sorte de tyran. C'est une femme monstrueuse qui demande de lui d'être français. D'être français jusqu'au point où il est complètement paralysé par ses demandes. Donc, ce type de mère, je pense qu'on trouve souvent dans la littérature antillaise ce type d'enfance infernale où les mères représentent l'État français. Et souvent intéressant dans ce cas que sont les grands-mères. Si vous lisez Pinault, par exemple, Gisèle Pinault et d'autres, c'est la grand-mère qui représente quelque chose de plus libre, qui vient avant l'assimilation française, avant ce désir d'appartenir à l'identité française. Donc, ce qu'on trouve, c'est vachement intéressant. Dans le livre de Maurice Condé, par exemple, Carrier a pleuré, j'espère que vous avez lu ce livre, c'est un livre dans lequel on voit qu'elle grandit avec des parents qui cachent des choses. Ils cachent l'esclavage, ils cachent la plantation, ils cachent toutes les peurs. Le livre commence avec une scène dans un café où des serveurs, en France, où les serveurs disent à la mère et au père, vous parlez bien le français. Vous savez que les Français ont un problème avec leur langue. C'est-à-dire quand d'autres personnes, surtout les Noirs, parlent français, la première chose qu'ils demandent, où est-ce que vous avez appris le français? C'est comme si c'était un code secret. Alors, donc, ils ont dit à la dame et son mari, mais vous parlez bien le français. Et ils n'avaient pas le courage de dire à ses serveurs, mais pourquoi vous dites ça? Parce que nous sommes aussi français que vous. Non, ils attendent le départ des serveurs pour dire aux enfants, vous voyez, ces gens pensent que nous ne sommes pas français, nous sommes plus français que ces gens, on a lu plus de livres, on a visité plus d'avant, etc. Donc, à la fois, ils étaient froissés, ils étaient fâchés, mais ils n'avaient pas le courage de leur dire directement. Vous voyez, nous n'avions pas le droit de nous adresser ce type de commentaires. Et je pense que dans tout ce livre, c'est ça qui revient et qui agace de plus en plus le personnage. Ça, c'est Maryse, parce que Maryse Condé grandit avec ces gens tellement refoulés, tellement coincés, qu'elle ne se sent pas libre. Et quand elle prend sa liberté, c'est vers la fin du livre. Bon, voilà, ça continue vers tout type de difficultés. Mais c'est juste pour donner un exemple de ce que j'appelle l'enfance infernale, qui est évoquée dans pas mal de ce texte. Donc voilà, je m'arrête là. J'attends des questions. Non, je méditais un peu en t'écoutant simplement, et j'ai passé une parole de puissant, soleil de la conscience. Je sais, l'enfance, c'est toujours, tu as traduit soleil de la conscience, c'est toujours le moment il y a un conflit que tu as évoqué, le moment où c'est une conquête, la conquête de soi comme conscience, j'ai envie de dire, importante. Donc débarrasser des préjugés. Donc conscience libre, conscience qui va réinventer finalement, comme je le disais hier soir, le temps, l'espace et les repères fondamentaux. Après ce que ça appelle lui-même expérience du gouffre. Et c'est ça, je crois, le défi fondamental de Blisson, c'est que nous avons été des peuples
condamnés de cette façon à recréer forcément, sans repère, sans point de départ, une autre conception du monde. Cette conception-là a débouché sur ce qu'on a pu appeler une créolisation, en tout cas un emmêlement culturel qui nous a amenés à des conceptions, comment dirais-je, innovantes, finalement, du temps, de l'espace, et qui essaient de creuser. Donc on se recrée constamment à travers nos œuvres. C'est ce que je voulais dire. Alors oui, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, bien sûr. Une première question ici. Alors, je voulais vous demander, est-ce que depuis que vous êtes tout petit, est-ce que c'est toujours écrivain que vous avez voulu faire ou bien c'est pas, est-ce que c'est venu comme ça? J'ai répondu à la question ce matin, mais je vais vous donner la réponse, mais je crois qu'elle est valable pour tout le monde, sauf s'il y a des précisions. En ce qui me concerne, et je ne sais pas dire une chose aussi de l'école, j'ai grandi dans l'école, dans un milieu d'enseignants. Je suis le fils d'un directeur d'école, un principal de collège aujourd'hui, mais un directeur de collège autrefois, et d'un professeur de français également. Et qui plus est élevé dans une sorte d'austérité où je me sentais quasiment un prisonnier. Je n'avais que comme loisir, comme mes livres, et de pratiquer un peu de violon. Et très vite, mon imaginaire s'est retrouvé projeté vers la lecture. C'est la lecture qui me constituait, qui me consolait, qui me rééquilibrait. Et très vite, cette passion de la lecture, qui est une passion qui me poussait à tout lire, aussi bien des livres, mais aussi une recette de cuisine, mais aussi tout ce qui pouvait être écrit. Et aussi la passion même du livre, de toucher des objets livres. Je me rappelle par exemple le nombre de temps que j'ai passé chez ma mère, alors que je ne sais pas cuisiner du tout, à contempler des photos d'un livre de cuisine, avec ce que je livre de cuisine, on voyait des repas fabuleux et qui me faisaient rêver. Le nombre de temps je peux passer aussi à lire un livre où on pouvait apprendre toutes les langues, l'anglais, l'espagnol, etc. Et je feuilletais ça, je ne comprenais pas tout, mais tout ça me fascinait. Donc la lecture était pour moi quelque chose qui m'approuvait et qui me constituait. Mais très vite, le livre a entraîné le livre et la passion de la lecture, la passion de l'écriture, c'est-à-dire l'envie de manipuler les mots, l'envie d'exprimer avec les mots finalement une vision du monde, une problématique du monde. Et très tôt, j'ai eu ce désir d'écrire et de me constituer comme écrivain. Au départ, je ne pensais pas écrivain. Simplement d'écrire et par la suite d'essayer de structurer cette écriture-là pour aller vers le livre, et donc à ce moment-là, je me suis construit plus ou moins comme un écrivain. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Et si... Une question. Une question. Vous aimez lire vos propres histoires? Enfin, si vous en écrivez, sans... c'est quoi, Merci.
J'ai presque envie de répondre un peu comme Edouard Glissant. La transparence est impossible et je ne sais pas si elle est forcément nécessaire. Chez tout être humain, il y a une obscurité. Dans la condition humaine, il y a de l'incompréhension, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il n'est pas nécessaire, je crois, de tout comprendre et de tout vouloir expliquer. Donc forcément, je crois, inévitablement, on arrive à une part de choses que l'on essaie d'expliquer ou de comprendre, mais une part aussi d'obscurité et qui est nécessaire aussi à la constitution de l'être humain. Je pense que la fiction est absolument nécessaire dans l'autobiographie. Parce que si on essaie d'écrire sans fiction, tu vas sûrement mentir. Tu vas essayer de corriger les faits. Tu vas corriger les faits. Tu vas dire des choses du point de vue pour avoir un argument. Si tu passes par l'imagination, tu arrives plutôt à une sorte de vérité. N'oublions pas, encore pour le livre de Marie Scondé, il y a l'épigraphe qui vient de Proust. Proust, ce qu'elle a cité de Proust, c'est que ce que l'intelligence nous donne sous la forme du passé ne l'est pas. Si tu cherches le passé, si tu cherches ton enfance, il faut servir de l'imaginaire pour y arriver indirectement. Parce que si tu le cherches directement, tu vas mentir. Moi, je dirais que quand on écrit un récit d'enfance, parmi ceux que j'ai lus, j'ai pu remarquer que l'auteur, il n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il doit à un moment ou à un autre faire abstraction des faits pour se lancer et suivre ses élans tels qu'il les avait connus en tant qu'enfant. Et quand on vit une expérience, je peux vivre la même expérience que vous, mais je l'aperçois différemment, n'est-ce pas? Eh bien, quand on raconte l'histoire est nécessairement déformée. Ce n'est pas un mensonge en tant que tel, c'est une recréation du fait. Et on peut trouver ça chez Émile Olivier dans Milo, qui a écrit son récit d'enfance. Et on trouve ça nécessairement dans Le cœur arrive à pleurer de Marie Scondé et dans d'autres. Ça veut dire qu'il y a cette perception, ce regard de l'adulte sur son enfance, qui est nécessairement un regard qui a une certaine distance. Parce qu'il faut bien qu'en tant qu'adulte, je regarde ce que j'ai fait enfant, mais que je respecte aussi les choix et les contextes de l'enfance. Donc il y a ce dédoublement, cette multiplicité de regards, si vous voulez, qui va créer nécessairement un espace où ce ne sont pas vraiment des faits que l'on peut dire de manière rigoureuse, véridique. Voilà ce qui s'est passé à un moment donné. D'ailleurs, au sein d'une même famille, parfois au sein de ma famille, j'ai cette discussion. Mon père me dit non, ça s'est passé comme ça. Ma soeur me dit non, ça s'est passé comme ça. Je dis non, moi je n'ai pas vécu comme ça. Et nous avons tous raison. Vous voyez ? En fait, c'est ça. Et c'est ça la beauté aussi des récits d'enfance. C'est pourquoi les récits d'enfance sont passionnants aussi. Parce qu'ils vous jettent dans un univers où vous sentez bien que vous êtes à la limite de la fiction et de la vérité, de la réalité. Je vais essayer de répondre. C'est une question très difficile à répondre. D'abord, il faut se demander, acceptez-vous le fait de l'inspiration? Il y a des écrivains, des critiques qui ne l'acceptent pas. Moi, personnellement, basiquement, je suis une poétesse. Je dis que l'inspiration existe, que toute écriture dépend d'une façon ou d'une autre de l'inspiration. Et quand on me pose cette question ailleurs, n'importe où, je réponds toujours avec une réponse d'Ernest Hemingway, qui a beaucoup vécu dans ma ville natale. Il disait, il y a un jour, un journaliste est arrivé, il a demandé, est-ce que vous croyez dans l'inspiration? Alors il a réfléchi comme ça. Il n'a pas répondu du premier moment, il a commencé à réfléchir. Alors il a dit, bon, oui, je crois dans l'inspiration, mais je préfère qu'elle arrive au cours de mon écriture, quand je travaille. Avez-vous voyagé? Si oui, cela peut vous inspirer dans vos
avez-vous beaucoup voyagé? Et si oui, cela vous a-t-il inspiré dans vos romans? Bon, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et la chance d'entendre beaucoup de récits. Je disais ce matin que si on regarde bien de près les choses, tout est récit. Même notre vie individuelle est un récit, une histoire qu'on peut raconter. On a un prénom, on est né à une date donnée, dans un lieu donné, tout cela, et ce sont des éléments qui constituent un récit. Donc j'ai entendu beaucoup de récits. Et forcément, lorsque j'écris, il y a des choses qui me reviennent à l'esprit et que je peux utiliser d'une manière ou d'une autre, même si elles sont de cultures différentes, même si elles sont d'inspiration différentes et de nécessités différentes. Et moi, je crois qu'effectivement, le voyage permet toujours de modifier la perception, la conception qu'on a des choses par rapport à la réalité toute faite qu'on avait déjà fabriquée. Et donc, ce sens de voyage modifie les choses. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Je ne dis pas de ça, maman, mais j'ai commencé à écrire très tôt. Je vais dire, j'étais à peu près en 5e, en 4e. J'ai commencé à écrire pour moi, non pas commencer à écrire sérieusement pour pouvoir être publié. J'ai commencé à avoir besoin d'exprimer par l'écrit et d'exprimer ce que je ressentais au niveau de l'écrit. Donc c'est venu, je pense, assez tôt. C'est un peu compliqué ça. Pour vous, est-ce qu'une passion ou un métier? Est-ce qu'une passion ou un métier? Ça c'est une passion, ce qui me concerne. Je vais laisser la parole. Est-ce qu'une passion? Je veux bien essayer de répondre à ça. Je veux essayer de répondre. Est-ce que c'est une passion ou un métier? Est-ce une passion? Je crois que c'est les deux. Je vais écouter. Je crois que les deux choses sont liées. Je serais incapable de faire la différence, d'apporter un distinguo, de dire que c'est une passion ou un métier. Oui, mais j'ai du mal à parler de... Oui, c'est vraiment... Les choses sont intimement liées. Il y a des moments d'exaltation dans l'écriture, mais il y a aussi, dans ce même moment d'exaltation, comment dirais-je, des règles de travail que nous nous fixons. Quand je ne sais pas, pour Ernest ou les autres camarades autour de la table, moi, quand je commence quelque chose, quand je commence un écrit, mon écrit, enfin, il est pensé, il est structuré. Donc je le structure, je lui donne des parties, et j'essaie de voir comment les parties s'agencent entre elles. Et en fait, c'est effectivement, je me livre à un travail, mais ce travail ne serait pas possible si je n'avais pas une idée, une lumière, comme disent les fous furieux, si je n'avais pas une lumière dans la tête. Quoi. Il y a vraiment une exaltation qui me pousse à faire cette chose un peu, qui peut paraître inutile, c'est-à-dire passer du temps et du temps sur la sublimation des mots et de les agencer. Je peux te dire quelque chose comme un non-écrivain. Quand vous utilisez un mot comme métier, je pense aux dernières lignes de La Peste de Camus. L'essentiel, c'est de bien faire son métier. Bien faire son métier, c'est pas la littérature. Et par exemple, dans le prix Carbet, je pense qu'on n'a jamais primé un livre qui a été fait comme un métier. Je pense que c'est ni passion, ni métier, mais vocation. Et c'est la vocation de la littérature qui rend la littérature quelque chose de spécial, qui nous éblouit. Si c'est une question de métier, je pense qu'on n'aurait pas même besoin de primer des textes de ce genre. Pourquoi avez-vous fait des récits en France? Pourquoi avez-vous fait des récits en France? Pourquoi avez-vous fait des récits en France?
Non, mais j'ai été poussé à le faire. La première fois que j'ai écrit un récit d'enfance, en fait, ça a été quasiment ce qu'on appelle une commande de l'éditeur qui cherchait un auteur pour pouvoir écrire un récit d'enfance. Il se trouve que j'ai voulu relever ce pari-là et je l'ai fait comme ça. Maintenant, au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai commencé à prendre plaisir à le faire et à revenir sur moi-même et à réfléchir. Parce que l'intérêt de l'écriture, de cette écriture-là, c'est que ça pousse aussi cette forme de réflexivité, à se regarder soi-même avec des yeux, comme on l'a dit tout à l'heure, d'adulte, alors qu'on parle d'un enfant qu'on a été autrefois. Et je dis toujours que faire cette littérature, c'est réunir trois personnes en elles-mêmes. L'auteur, l'écrivain, donc l'enfant que cet écrivain a été, mais aussi l'adulte qu'il est devenu. Il faut savoir équilibrer ces trois regards-là pour les fondre en un seul regard plus ou moins complexe qui va donner cette écriture qu'on appelle l'écriture d'enfant, l'écriture d'enfance. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui écrivent? Nous sommes, je vous rappelle, tout le jury devant vous. Je ne vais pas répondre à toutes les questions volontairement. On peut répondre à la question. Je passe la parole à Robert tout de suite. Quel conseil? Moi, je crois qu'au départ, un livre est toujours, d'une certaine façon, une réponse, même fantasmée, à une question que l'on se pose, qui est posée au fond de soi. Il faut toujours qu'on soit, comment dirais-je, à l'écoute de soi. Mais à l'écoute aussi, je ne sens pas ça, qui sent à la complexité du monde, à ce que le monde peut avoir d'obscur, de contradictoire, pour essayer de combler un manque et finalement trouver donc cette parole qui va germer au fond de soi. Alors je passe la parole à Romuald. Mieux dire ça. C'était quoi la question déjà? Quel conseil? Ah, quel conseil il faudrait donner à ceux qui commencent à écrire? Alors, deux choses. Un, je ne suis pas écrivain, donc je ne sais pas mentir. La plupart des écrivains qui sont autour de cette table ont un art que je ne possède pas, à savoir raconter des histoires. Ils les inventent à partir de leurs expériences propres et à partir de leur lecture propre. Donc, je ne sais pas faire. Deuxième chose, par contre, je sais lire ce qu'ils écrivent. Parfois, même en y trouvant des choses qu'ils n'ont pas trouvées eux-mêmes, ou alors à laquelle ils n'ont pas pensé. Alors, quel conseil dans ce cas-là je peux vous donner? Le premier conseil, c'est d'abord de lire. Il n'y a pas d'écrivains qui ne lisent pas. Je crois que le premier conseil que l'on peut donner à quelqu'un qui doit écrire, c'est d'abord d'apprendre à lire, parce que c'est en apprenant à lire que l'on acquiert des modèles, qui sont des modèles d'écriture. Deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de suivre son inspiration, pour reprendre une question qui a été posée tout à l'heure, c'est de suivre son inspiration, qui est une inspiration propre. Un grand écrivain, mais là je dis n'importe quoi, donc vous allez m'écouter quand même, un grand écrivain, c'est celui qui écrit toujours un livre que personne n'a encore lu. C'est-à-dire, c'est celui qui écrit un livre qui est un livre nouveau, même si le sujet ne l'est pas. Parce que c'est un livre qui vient de son inspiration propre. Il faudrait donc suivre vos inspirations propres. N'essayez pas de remplacer vos inspirations par les inspirations des autres. Suivez vos inspirations, ayez le courage de vos inspirations. Voilà, c'est quelques conseils que je vous donnerai. Mais vous comprenez très bien que je ne suis pas écrivain, alors je vais vous dire n'importe quoi. Alors, j'ai retrouvé le texte que je trouvais plus dans mon iPhone. En fait, les enfants d'Édouard ont su qu'on allait venir aujourd'hui chez nous et ils ont envoyé un texte qui vous est adressé par rapport à la bibliothèque d'Édouard. Alors je vous le lis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves de la Martinique, ensemble nous avons choisi et décidé, sous
sous réserve aucune et à l'unanimité, d'offrir au collège Édouard Glissant du Lamentin et au lycée Schœlcher de Fort-de-France la bibliothèque personnelle d'Édouard Glissant. Les ouvrages que ces établissements vont accueillir dans leurs espaces de travail et de lecture étaient avant tout les siens, constituant un ensemble de références et de ressources personnelles nécessaires aux avancées de ses travaux et au développement de ses songes, indispensables à ses curiosités intellectuelles, à ses besoins de comprendre, d'élucider et de nommer les drames et les attentes du monde, mais aussi d'en célébrer les beautés. Par son usage quotidien des livres, il avait ainsi constitué des bibliothèques multiples qui accompagnaient les étapes de sa vie, ses voyages, ses installations en résidence provisoire ou durable. Il avait des livres partout, en définitive. Il les aimait parce qu'ils étaient un levier constant de sa manière d'appréhender le monde, et comme autant de gouvernail pour l'esprit et la traversée du temps. Il écrivait des livres et vivait pour écrire, parce qu'au-delà de sa famille, de ses proches, de ses enfants, il ambitionnait de parler à tous, aux générations que vous êtes, et à celles qui naîtront de vous. Et il savait d'expérience toute la clarté et les résonances que l'on peut tirer des livres qu'on a rencontrés dans sa vie. Bien sûr, nous aurions pu nous partager ces livres, tant ces bibliothèques représentaient pour nous des lieux de mémoire familiers, au sein desquels certains d'entre nous sont nés et ont grandi en Martinique, pour la plupart, en Louisiane et à New York, pour le plus jeune d'entre nous. Mais nous n'avons pas douté un instant qu'Édouard Glissant eût approuvé et appuyé notre choix de toute la force de sa conviction, parce que les notions de partage, de passage, de transmission irriguent toutes ses intentions d'écrivain. Et parce qu'il avait aussi la passion d'éduquer, c'est-à-dire d'enrichir et d'élever par la connaissance, ainsi qu'en témoignent les fonctions qu'il a exercées et les institutions qu'il a fondées. Bien que ces livres de travail et de loisirs soient nombreux, nous ne pouvions les proposer à toutes les écoles du pays. Nous avons choisi le collège Édouard Glissant parce qu'il porte son nom et parce qu'aucun de nous n'oubliera jamais l'hommage et le message de revoir et de remerciement que les élèves, les maîtres et la principale du collège lui avaient rendu le 9 février 2011. Et c'est au lycée Schœlcher qu'il fit ses études secondaires et qu'il obtint la bourse qui lui permit de poursuivre ses études. Il nous racontait parfois des anecdotes de ses années de lycée et évoquait notamment le souvenir de son professeur de mathématiques, matière qui était pour lui totalement rédhibitoire, qui, ne voulant pas handicaper l'élève brillant qu'il était par ailleurs, nous disait-il, lui mettait systématiquement la moyenne, sans même lire ses devoirs. Demain, chers élèves du collège et du lycée, vous allez accueillir une partie de la bibliothèque d'Édouard Glissant. Nous sommes heureux de la mettre entre vos mains. Quel usage en ferez-vous? Cela vous regarde. Et si vous n'en profitez pas tous, nous ne doutons pas que certains, ici ou là, de temps à autre, rencontreront un livre, et il y en a de toutes les sortes, qui, tels les conques que l'on ramasse parfois sur les plages et que l'on rapporte chez soi, vous font entendre, lorsqu'on les porte à son oreille, le bruit de la mer. C'est peut-être cela qu'on trouve dans les livres, le dit de la mer et la rumeur du monde. Donc c'est signé Pascal, Jérôme, Olivier, Barbara et Mathieu Glissant et moi-même. Voilà, si. Elle a tout dit. Avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, nous accueillons ce message que vous avez adressé à tous. Et j'espère que vous allez profiter de cette bibliothèque qui vous sera donnée. Donc on termine ici ou vous avez une dernière question à... Dernière question. Une dernière question. Attendez, c'est une dernière question. Qui porte la
la dernière question. Non, mais on peut s'arrêter sur cette émotion finale et très belle. Merci beaucoup. Bravo!